Eh bien, monsieur le président du jury de l'ARES, chers consoeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, amis du Collège Belgique, c'est pour moi l'administrateur du Collège Belgique un moment doublement important. Premièrement, c'est toujours une conférence scientifique, c'est une diffusion du savoir et c'est bien là une des missions fondamentales du Collège Belgique que d'assurer la transition et la transmission des savoirs, et donc toujours de recevoir des personnalités scientifiques. Mais c'est aussi ce double moment de joie très profonde, c'est de commencer avec vous, chère Madame Colette, un nouveau partenariat qui me semblait être un partenariat nécessaire pour l'Académie royale de Belgique, qui dépend bien entendu de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui regroupe à travers ses classes et à travers toutes les activités de l'Académie beaucoup de femmes et d'hommes qui sont académiques et qui sont scientifiques et qui s'engagent aussi pour les savoirs et pour la science. Et puis de l'autre côté, il y a bien sûr l'ARES, notre académie de recherche et d'enseignement supérieur. Et dans la mesure où l'ARES remet un prix vraiment prestigieux, un prix qui est reconnu, il me semblait qu'au Collège Belgique, il fallait contribuer à la valorisation scientifique, à la valorisation de diffusion des prix, en nous limitant au doctorat, puisque une des traditions au Collège Belgique est en général de donner la parole à des scientifiques qui ont obtenu ce diplôme de doctorat. Et donc, voilà un nouveau partenariat qui commence, qui va commencer modestement, mais qui, je l'espère, au fur et à mesure des activités du prix Maystadt, prix prestigieux, avec une personnalité qui était tout à fait remarquable et dont l'esprit sans doute permane encore dans ce prix, donc d'avoir ce partenariat intellectuel et scientifique avec l'ARES, d'autant plus que, vous le savez, l'ARES est profondément liée à l'Académie. Le secrétaire perpétuel, Monsieur Vivier, a été lui-même président de l'ARES et aujourd'hui, vous savez que le président désigné et sans doute rapidement nommé de l'ARES est le professeur Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de l'Université de Saint-Louis et membre de l'Académie royale de Belgique dans la classe des lettres, sciences morales et politiques. Et donc, il y a un ensemble de constellations qui font qu'il y a beaucoup de raisons que l'ARES et l'Académie royale de Belgique travaillent dans la main dans la main. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté d'être là aujourd'hui, de nous dire aussi un mot d'accueil, un mot de présentation de l'oratrice de ce jour, parce que c'est la rentrée académique, c'est un moment extrêmement chargé, mais donc nous sommes extrêmement sensibles à votre présence et nous vous souhaitons un bon travail pour les prochains prix et pour les prochaines réflexions en vue de l'attribution du prix, puisque vous avez compris que dans les années et mois qui viennent, nous vous attendons aussi ici et nous vous donnons rendez-vous. Donc merci par avance à vous, Madame Colette, et puis merci aussi à l'ARES et au président du prix. Et je vous donne la parole, chers collègues. Je vous remercie, chers collègues. Donc, je vais me présenter moi-même. Donc, je suis Sébastien Van Roenbroek. Je suis professeur en droit à ce qu'on appelait encore, il y a une semaine, l'Université Saint-Louis-Bruxelles, mais qui est devenue à la faveur d'un coup de baguette magique juridique qui s'est réalisé à 23h59 la nuit du 13 au 14 septembre, qui est devenu l'UC Louvain Saint-Louis Bruxelles. Et donc, j'y enseigne le droit. Et il m'a été fait l'honneur, il y a de cela maintenant 2 ans, de me désigner comme président du jury en charge de la remise du prix Philippe Maystadt. Ce prix existe depuis plus longtemps que cela. J'ai fait partie du jury dès le départ et autrefois celui-ci était présidé par Madame la professeure Françoise Sulkens, qui est vice-présidente honoraire de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je lui ai succédé, ce qui est un redoutable honneur pour l'attribution de ce prix, ou en tout cas la direction du jury qui assigne ce prix, puisque c'est une œuvre collective. Alors le prix Maystadt, quelques mots en ont été
donné. C'est un prix qui est donc remis par l'ARES et qui vise à récompenser, on va appeler ça d'une manière large, des travaux de fin de cycle dédiés à la question de l'enseignement. Alors, la cible tout à fait précise, c'est l'enseignement supérieur, mais par extension, toute une série de travaux qui concernent l'enseignement en général sont parfaitement éligibles à la candidature parce que il y a souvent des problématiques qui sont communes à différentes formes d'enseignement. Et le prix donc va récompenser des travaux de fin d'études dans ce cadre. Alors il y a 4 catégories de travaux qui sont éligibles. Il y a tout d'abord les travaux de fin de bac, de premier cycle, qu'il s'agisse de cycles de transition ou de cycles professionnalisants. Il y a les travaux de fin de second cycle, des mémoires. Il y a des travaux de doctorat, c'est ceux qui vont nous requérir maintenant. Et cette année-ci a été créée en vue de l'attribution prochaine aussi une catégorie de travaux de reprise d'études. On s'est rendu compte qu'il y avait là une manière de refaire des études, de refaire des travaux qui n'étaient sans doute pas comparables avec des contraintes propres à celles, par rapport à celles qui s'imposent aux étudiants dits du jour, et on a souhaité pouvoir stimuler les candidatures pour ces parcours-là aussi. Alors tous les prix ne sont pas présentés aujourd'hui. Comme l'a dit mon collègue, seuls les prix décernés aux travaux doctoraux, 3e cycle donc, sont mis à l'honneur. Alors c'est moi qui parle aujourd'hui pour présenter ces travaux. Sachez que c'est une œuvre collective, c'est l'œuvre d'un jury qui comporte des personnes issues de tous les horizons. Il y a des personnes du monde académique, il y a des personnes anciennement du monde académique, et puis il y a des personnes aussi issues du monde extra-académique. Et l'importance, évidemment, est de pouvoir enrichir notre délibéré d'expériences tout à fait différentes, flamandes, francophones, pour pouvoir discuter de toute une série de questions importantes, non seulement sur l'excellence scientifique, mais aussi sur les grands enjeux contemporains. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite d'être mis à l'honneur comme travaux, parce que soulevant des questions qui sont socialement urgentes. Donc il y a une grande diversité au niveau du jury que je représente aujourd'hui. Il y a aussi une grande diversité au niveau des travaux qui nous sont soumis. D'année en année, le nombre des travaux qui candidatent pour l'obtention d'un prix n'a fait qu'augmenter. L'année passée, c'était 41 travaux qui étaient éligibles. Travaux de bac, travaux de master, travaux de doctorat, des travaux qui sont issus de personnes qui ne font pas nécessairement, n'achèvent pas nécessairement un cursus qui est directement connecté à l'enseignement. Si, il y a évidemment des travaux qui sont issus de personnes qui ont étudié les sciences de l'éducation, vos travaux par exemple se rattachent à cela, mais il y a aussi des travaux qui sont issus d'étudiants qui ont eu des parcours a priori beaucoup plus inattendus compte tenu de la thématique du prix. Par exemple, a été récompensé un travail de master qui a été fait par une architecte montoise qui a réfléchi à l'architecture plus inclusive au profit des étudiants qui sont à besoins spécifiques. Et donc, il y a aussi des travaux qui sont issus de personnes qui ont étudié les sciences infirmières. Donc, c'est tout à fait réjouissant parce que cela montre que la cible du prix peut être atteinte par des archers et des archères qui tirent parfois de très très loin et de lieux très inattendus, et cela évidemment enrichit nos travaux. Alors il y a dans les travaux que l'on reçoit, et a fortiori dans ceux que l'on prime, des choses qui méritent la plus large diffusion possible, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue sociétal, parce que des questions importantes sont mises à l'honneur, et qu'il serait vraiment dommage que ces travaux-là atterrissent dans une bibliothèque, fût-elle spécialisée, et ne soient pas diffusés auprès du plus grand nombre. Et dans ce cadre-là, on a déjà l'aide évidemment de l'ARES, qui met ses moyens de communication pour la diffusion des travaux. On a l'aide aussi du quotidien Le Soir. Autrefois, c'était Béatrice Delvaux qui siégeait dans le jury. Aujourd'hui, c'est Pascal Martin. Et il y a une couverture qui est donnée. Cette année-ci, pour la première fois, le Parlement de la communauté française nous a également ouvert ses portes. Ça, c'était le moment d'un dialogue extrêmement fructueux. Donc, les commissions réunies de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement supérieur ont entendu toute une série de personnes qui avaient été récompensées pour un exposé et une séance de questions-réponses extrêmement nourrie, où on voyait les parlementaires prendre des notes, prendre des adresses ou des choses comme ça, donc ça c'est très important.
Et la présence aujourd'hui, ma présence, celle d'Émilie Colette aujourd'hui, fait l'objet encore d'un partenariat tout à fait fécond pour la diffusion de ces travaux avec le Collège Belgique. Donc merci de nous recevoir ici pour permettre à ces travaux d'être mis à l'honneur, pour permettre aux questions que ces travaux suscitent de recevoir l'écho le plus large, et on peut espérer évidemment qu'on puisse poursuivre dans les années suivantes. Alors aujourd'hui, ce sont les travaux d'Émilie Colette qui vont être présentés. Il faut savoir qu'il y a eu 2 prix qui ont été décernés pour le doctorat. Il y a celle donc d'Émilie Colette, et il y a celle aussi, la thèse de doctorat aussi de Jacinthe Danco a été primée également dans une toute autre sphère. Elle viendra présenter ses travaux le 19 octobre, si je ne m'abuse. Je ne serai pas là à ce moment-là, mais je peux m'imaginer que ce sera aussi intéressant que ce que nous allons entendre aujourd'hui d'Émilie Colette. Je vais lui céder la parole, elle se présentera elle-même. Je dirais simplement que dans ces travaux, le vieux doyen et le vieux recteur à l'enseignement en moi étaient particulièrement intéressés, parce que pendant des années, je me suis occupé au titre de la faculté de droit ou au titre de l'université, de l'instruction des étudiants, du dossier des étudiants dits à besoins spécifiques. Et donc on a découvert le décret de 2014, la pratique en la matière, et je dois dire, vos travaux sont très rafraîchissant pour nous, parce qu'il montre ce que l'on expérimente parfois de manière un peu intuitive, mais maintenant il y a les mots pour le dire, parfois les limites de notre approche standardisée en la matière. Pour un étudiant 10, ce sera un tiers-temps supplémentaire. Eh bien on constate que c'est souvent des cotes mal taillées au bénéfice d'étudiants qui n'en ont pas nécessairement besoin, ou au bénéfice d'étudiants qui au contraire auraient besoin de plus ou d'autres choses. Donc là vous mettez le doigt sur toute une série de choses, la connexion aussi entre ces questions de 10 et la question de l'enseignement multilingue. C'est évidemment quelque chose aussi qui nous intéressait particulièrement, donc je suis content que vous puissiez être aujourd'hui présente parmi nous pour présenter vos travaux. Je vais devoir m'éclipser avant la fin, mais je me réjouis déjà. Merci. Merci beaucoup. Donc, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, monsieur le président du jury, mesdames, messieurs, donc je voudrais tout d'abord remercier évidemment et le Collège Belgique et l'ARES de m'offrir l'opportunité de présenter aujourd'hui mes travaux de thèse devant vous. Donc, ma thèse s'intéresse à la dyslexie dans l'enseignement supérieur. Alors, pourquoi s'intéresser à la dyslexie? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que lire, écrire sont des compétences essentielles à la réussite scolaire, mais aussi à l'intégration sociale et professionnelle. Donc, comprendre les troubles de la lecture sont par conséquent un enjeu majeur dans notre société actuelle. Et si mes travaux se sont penchés précisément sur les étudiants qui portent une dyslexie, c'est parce que, comme vous le savez, réussir un parcours dans l'enseignement supérieur est un défi pour de nombreux étudiants. Et donc, on peut imaginer que ce défi est encore plus grand pour des étudiants qui présentent des troubles d'apprentissage. Et donc, on a 2 grandes questions qui peuvent se poser. La première question, c'est quelles sont les difficultés qui vont persister chez ces étudiants et pour lesquelles on va devoir proposer des aides adaptées. Et l'autre question, c'est comment est-ce que ces étudiants, malgré leurs troubles d'apprentissage, malgré la persistance de déficits en langage écrit, parviennent à un tel niveau d'enseignement. Et donc, quelles sont les stratégies, les moyens de compensation qu'ils ont réussi à mettre en place. Et donc, c'est à ces 2 grandes questions que mes travaux de thèse ont essayé d'apporter quelques pistes de réponse. Je vais commencer ma présentation par vous décrire brièvement le projet dyslexie à l'université, pour replacer le contexte dans lequel ma thèse s'inscrit. Ensuite, j'aborderai certains concepts et enjeux liés à l'étude de la dyslexie dans l'enseignement supérieur, ce qui me permettra d'introduire mes 2 axes de recherche. Le premier axe porte sur les profils de plainte et les profils cognitifs des étudiants présentant une dyslexie, et le deuxième axe s'intéresse à la qualité de leur représentation lexicale. Ensuite, je clôturerai en abordant quelques implications cliniques et quelques perspectives intéressantes. Alors, ce projet dyslexie à l'université, il a été mis en place par l'équipe des logopèdes des CPS, donc les consultations psychologiques spécialisées, un centre de consultation qui se situe au sein de l'UC Louvain. Et ce projet a été mis en place en 2010, suite à l'observation d'une augmentation des demandes d'aide issues d'étudiants présentant une dyslexie.
Le problème, c'est qu'en tant que logopède, on se sentait assez démuni par rapport à ces demandes, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on manquait encore de beaucoup d'informations sur la dyslexie à l'âge adulte, puisque jusque-là, les études s'étaient principalement penchées sur la dyslexie chez l'enfant. Une deuxième raison, c'est qu'on manquait d'outils cliniques pour permettre l'évaluation et le diagnostic d'individus adultes. À nouveau, il y avait beaucoup plus d'outils à destination des enfants d'âge scolaire secondaire. Et enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de reconnaissance de la dyslexie dans l'enseignement supérieur. Et donc, ça limitait énormément les aides et les aménagements qu'on pouvait proposer à ces étudiants. Et donc, c'est dans ce contexte que notre équipe au CPS a souhaité mettre en place un projet avec 3 volets distincts. Un premier volet, service à la société, avec la mise en place d'un service de dépistage et de prise en charge de la dyslexie à destination des étudiants. Un deuxième volet était un volet d'enseignement. Ici, l'objectif était principalement de sensibiliser les professionnels, le corps enseignant, et de réfléchir à des aménagements qui soient adaptés, pertinents, et ça, on l'a fait en collaboration avec le service d'aide aux étudiants de l'UC Louvain. Et enfin, un projet recherche dont l'objectif était de mieux comprendre les difficultés et les obstacles face auxquels les étudiants dyslexiques se retrouvaient, mais aussi de mieux comprendre les stratégies, les moyens de compensation qu'ils arrivaient à mettre en place. Et c'est dans le cadre de ce volet recherche que ma thèse a démarré en 2011 et s'est clôturée il y a 1 an maintenant, en 2022. Alors, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur certains concepts et enjeux importants. Et la première chose, c'est sans doute de revenir sur les critères diagnostiques de la dyslexie. Donc, la dyslexie se caractérise par des difficultés dans la reconnaissance exacte et fluide des mots. Ce qui signifie, c'est que les étudiants dyslexiques vont non seulement présenter une lenteur de lecture, mais on va aussi pouvoir observer des erreurs. Et par exemple, ils vont lire blanc pour banc. Face à des mots peu familiers, par exemple des noms propres, par exemple des termes techniques, ils vont aussi avoir des difficultés de décodage, à décoder ces mots. Et par exemple, pour Monsieur c'est pas que, il va pouvoir y avoir des erreurs, et par exemple, Monsieur c'est pas qu'au, qui sera dit au lieu de Monsieur c'est pas que. Il faut savoir aussi que la dyslexie est caractérisée également par des difficultés en orthographe. Et ces difficultés, elle ne s'explique pas par une déficience intellectuelle, ni par un manque de maîtrise de la langue, ni par un trouble sensoriel, surdité, cécité, ni par un autre trouble. Ce sont des difficultés qui sont importantes et qui persistent dans le temps. On peut donc imaginer qu'elles ont un impact important au quotidien, et donc notamment dans les apprentissages. Alors, quels sont les facteurs causaux de la dyslexie ? Donc, différentes hypothèses causales ont été proposées et largement débattues. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune hypothèse qui est suffisante à elle seule pour expliquer la dyslexie. La plupart des auteurs soutiennent l'hypothèse multifactorielle de la dyslexie. Selon cette hypothèse, vous voyez ici en bas, on imagine que la dyslexie se situe sur un continuum entre des personnes qui n'ont pas de difficulté de lecture et des personnes qui ont une dyslexie sévère. Et donc, on se trouve sur ce continuum et la dyslexie résulterait de l'interaction entre différents facteurs. Il y aurait certains facteurs de risque qui vont augmenter la probabilité d'apparition du trouble. Je vais attraper ceci. Voilà, comme ça. Donc, qui vont augmenter la probabilité d'apparition du trouble. Et donc, par exemple, un déficit phonologique, ça veut dire un déficit au niveau des traitements des sons de la parole, a été mis en évidence comme un déficit, une cause majeure de la dyslexie. Ça a été déjà largement étayé et montré dans la littérature. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui ont été évoqués. Par exemple, une faiblesse en mémoire verbale ou encore un entourage peu soutenant au niveau des apprentissages. Tous ces facteurs de risque vont donc augmenter la probabilité d'apparition d'une dyslexie. À l'inverse, il y a toute une série de facteurs de protection qui vont diminuer la probabilité d'apparition du trouble. Par exemple,
le fait de présenter de bonnes capacités langagières et un bon vocabulaire, ou encore le fait d'avoir de bonnes compétences attentionnelles ou d'avoir une forte exposition à l'écrit. Mais si de nombreux facteurs de protection et de nombreux facteurs de risque ont été évoqués dans la littérature, à ce stade, on n'a pas encore de données claires par rapport aux différents facteurs qui vont jouer dans le cas de la dyslexie. Alors, les étudiants auxquels je me suis intéressée, les étudiants qui présentent une dyslexie, sont souvent appelés dyslexiques de haut niveau dans la littérature. Cette étiquette, elle est donnée à des étudiants qui ont reçu un diagnostic de dyslexie dans l'enfance et qui, malgré ça, sont parvenus à atteindre un niveau d'enseignement supérieur. De plus en plus d'études se sont intéressées à ces étudiants et ont essayé de caractériser leur profil. Alors si je dois vraiment de manière très large synthétiser ce qui ressort de toutes ces études, eh bien on voit que les étudiants ne diffèrent pas des étudiants tout venant pour l'intelligence non verbale et aussi la compréhension écrite, donc la compréhension de la lecture, quand il n'y a pas de contrainte temporelle, donc quand il n'est pas nécessaire de lire rapidement sous contrainte temporelle. Mais à côté de ça, il existe toute une série de déficits qui persistent chez les étudiants. Des difficultés au niveau de la lecture, des difficultés en orthographe, mais également dans toute une série d'habiletés associées au langage écrit, comme la mémoire verbale par exemple. Alors malheureusement, très peu d'études se sont intéressées aux expériences d'apprentissage des étudiants dyslexiques. Parmi les répercussions académiques qui ont été mises en évidence, eh bien, certains auteurs indiquent qu'il y a des difficultés au niveau de la prise de notes, des difficultés d'expression écrite, des difficultés de compréhension, et notamment des consignes d'examen par exemple, ou encore des difficultés d'apprentissage des langues étrangères. Et enfin, il y a seulement un tout petit nombre très réduit d'études qui se sont intéressées aux potentiels moyens de compensation. Alors, ces études suggèrent que la précision du vocabulaire ou encore le fait d'avoir de bonnes connaissances générales pourraient être des moyens de compensation pour ces étudiants, notamment dans leur parcours académique. Alors, vous l'avez compris, la population d'étudiants dyslexiques est de plus en plus étudiée. Cependant, on sait qu'il y a une grande hétérogénéité au sein de la population des étudiants présentant une dyslexie. Or, la plupart des études que j'ai évoquées juste avant sont des études de comparaison de groupe qui comparent un ensemble d'étudiants sans trouble de la lecture et un ensemble d'étudiants présentant une dyslexie. Or, ces comparaisons de groupe masquent la variabilité et l'hétérogénéité interindividuelle. En plus, la plupart des études recrutent des profils qu'on dit purs. Ça veut dire que ce sont des étudiants qui présentent une dyslexie, mais qui sont monolingues, qui ont été scolarisés en français uniquement, et qui ne présentent aucun autre trouble. Pas de dyscalculie, de troubles attentionnels, etc. Ce qui n'est pas du tout représentatif des étudiants qu'on rencontre dans notre pratique clinique. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est compensation a été très peu étudié. On s'est plutôt centré sur les déficits plus que sur les moyens de compensation. Or, la plupart des auteurs, justement, suggèrent qu'il y aurait sans doute des moyens de compensation qui sont mis en place chez ces étudiants. Et donc, c'est la raison pour laquelle mes deux axes de recherche se sont intéressés justement à cette notion d'hétérogénéité et cette notion de compensation. Et comme vous le verrez, ce sont deux notions qui sont étroitement liées. Alors, par rapport à mon premier axe de recherche, qui porte sur l'analyse des profils d'étudiants présentant une dyslexie. Donc, pour cette premier axe de recherche, qui s'intéresse particulièrement à l'hétérogénéité, notre objectif, c'était vraiment de mieux cerner cette hétérogénéité en menant deux études. Une étude qui s'intéressait au profil cognitif, via la passation d'épreuves comportementales, et une étude qui s'intéressait au profil de plainte, c'est-à-dire les difficultés ressenties par les étudiants. Pour ce faire, on a recruté un échantillon clinique représentatif des étudiants en demande d'aide, en incluant des étudiants multilingues et des étudiants présentant un trouble associé. Alors, avant de démarrer l'étude, on a
formulé toute une série d'hypothèses. Si je dois reprendre ici les hypothèses principales, on s'attendait, dans la lignée de l'hypothèse multifactorielle de la dyslexie, à observer différents profils cognitifs et différents profils de plainte. Et alors, nous avions également postulé toute une série d'éléments par rapport à la comorbidité et au multilinguisme. Alors ici, dans le cadre de la présentation, je n'aurai pas le temps de tout aborder, donc je laisserai de côté le multilinguisme. On pourra en parler évidemment dans les questions si vous le souhaitez. Mais donc, je vais plus parler de la comorbidité. En fait, quand on présente une dyslexie, la probabilité de présenter un autre trouble neurodéveloppemental est plus importante. Pourquoi ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est qu'il existe plusieurs facteurs de risque de la dyslexie et que certains de ces facteurs seraient partagés entre les troubles neurodéveloppementaux. Et donc ici, dans mon exemple entre la dyslexie et la dyscalculie, avoir une faiblesse en mémoire de travail ou avoir une faiblesse en vitesse de traitement ou en compréhension verbale seraient à la fois des facteurs qui augmenteraient la probabilité de présenter une dyslexie, mais également la probabilité de présenter une dyscalculie. Et donc nous avons formulé l'hypothèse que les participants qui présenteraient des troubles associés se caractériseraient par certains profils avec des facteurs de risque spécifiques. Ce qui était intéressant puisque, comme je vous le dis, à l'heure actuelle, les facteurs spécifiques et partagés entre les troubles ne sont pas encore clairs. Alors, pour notre première étude, nous avons recruté 198 étudiants présentant une dyslexie et 51 étudiants tout venant sans trouble attesté. Parmi nos étudiants dyslexiques, 33% présentaient un trouble associé. L'ensemble des étudiants présentant une dyslexie étaient venus consulter au CPS pour faire une demande d'aide. Pour introduire une demande d'aide. Et tous les étudiants, présentant ou non un trouble de la lecture, ont réalisé un bilan logopédique avec toute une série d'épreuves évaluant la lecture, l'orthographe et certains facteurs de risque de la dyslexie, comme la mémoire verbale. Notre deuxième étude, elle, a analysé les réponses des étudiants à 2 questionnaires d'auto-évaluation portant sur les difficultés ressenties. Elle a été proposée à 126 étudiants, tous issus du premier échantillon, et à 50 étudiants tout venant, également issus du premier échantillon. Donc, parmi l'échantillon large de la première étude, eh bien, un plus petit nombre, 126 et 50 étudiants, ont répondu au questionnaire d'auto-évaluation. Alors, si je dois maintenant synthétiser l'ensemble de nos résultats, par rapport à la première étude, on a regardé les performances de tous ces étudiants aux différentes épreuves proposées lors du bilan logopédique. Et ce qu'on voit, c'est que les performances des étudiants tout venant sont significativement supérieures à celles des étudiants présentant une dyslexie à la totalité des épreuves, ce qui est logique par rapport à la littérature et par rapport au fait que le bilan proposé est un bilan qui évaluait la lecture, l'orthographe, la production écrite, le rappel de récit à l'oral et à l'écrit, et aussi les facteurs de risque de la dyslexie. Mais nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de mieux comprendre l'hétérogénéité des profils. Et pour ça, on a mené des analyses statistiques de type analyse en composantes principales et clustering hiérarchique. Et de nouveau, si je dois synthétiser ce qui est ressorti de cet ensemble d'analyses, la première chose, c'est que, en effet, on a observé une grande hétérogénéité. Et donc ici, vous avez un graphique où sont représentés à chaque fois, chaque point est un individu. Ce qu'on voit, c'est que je vous ai représenté les individus sur une ligne de sévérité, avec de ce côté-ci les étudiants qui globalement présentent les profils les meilleurs en lecture, en orthographe et aux différentes épreuves du bilan, et de ce côté-ci les étudiants les plus en difficulté, avec globalement les performances inférieures, moins bonnes à l'ensemble du bilan. Ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a donc une variation en termes de sévérité, mais on voit qu'il y a différents sous-groupes qui ressortent et en fait qui varient par rapport à différents éléments que je vais vous présenter ici. Alors, vous voyez ici, les étudiants du sous-groupe qui est mis en rouge sont des étudiants avec le meilleur profil globalement. On les a appelés les bons lecteurs. Parmi ces étudiants, il y a 42 des étudiants tout venant, des 51 étudiants tout venant. Ce sont ceux qui obtiennent globalement les meilleures performances.
Juste après arrive un deuxième groupe qui est en fait un groupe intermédiaire, puisqu'il est constitué de 8 étudiants tout venant un peu plus faibles au niveau de la lecture et de l'orthographe, et de 49 étudiants dyslexiques qui sont ceux qui ont le profil le plus léger au niveau de la dyslexie. Et donc ici, ça illustre déjà très bien cette notion de continuum. Ensuite, on a 3 groupes qui se situent plus ou moins de manière centrale en termes de sévérité, mais qui diffèrent par d'autres aspects. Le premier, c'est le profil qu'on a appelé le profil faible en phonologie. Ce groupe présente proportionnellement des difficultés vraiment plus importantes à toutes les épreuves qui évaluent la phonologie, donc les traitements des sons de la parole. Ensuite, il y a un groupe qu'on a appelé les peu précis. Ce sont ceux qui font globalement le plus d'erreurs de lecture, plus d'erreurs d'orthographe, mais ces étudiants ont une force. Leur force, c'est que ce sont les étudiants qui présentent les meilleures performances en mémoire à court terme verbale de l'ensemble des sous-groupes, bons lecteurs y compris. Donc la mémoire à court terme verbale, qu'est-ce que c'est ? C'est cette mémoire immédiate qui permet de retenir des informations verbales pendant un court laps de temps. Par exemple, si je vous dicte mon numéro de téléphone, vous allez devoir retenir cette séquence de chiffres pour pouvoir la noter. C'est vraiment cette mémoire verbale immédiate. Elle est très importante en lecture et en écriture, comme vous pouvez l'imaginer, en situation de lecture ou quand vous devez produire à l'écrit. Et donc, c'est un groupe d'étudiants qui a de bonnes compétences au niveau mémoire à court terme verbal. Et ensuite arrive un profil qui est relativement lent. Proportionnellement, ce sont des étudiants qui ont plus de difficultés dans les mesures de vitesse. Vitesse dans les épreuves verbales, mais aussi dans les épreuves non verbales. Donc, ça dépasse la sphère verbale, langagière. Et enfin, on a 2 profils qui sont les profils les plus sévères. D'une part, des étudiants qui ont les performances les moins bonnes au niveau de la précision, ceux qui font le plus d'erreurs de lecture, le plus d'erreurs d'orthographe, et d'autre part, les profils le plus sévères en termes de lenteur. Ce sont les étudiants qui sont les plus lents à l'ensemble des épreuves par rapport à l'ensemble des sous-groupes. C'est un groupe qui est particulièrement en difficulté parce que ce sont aussi ceux qui sont les plus en difficulté aux épreuves phonologiques de traitement des sons de la parole et aux épreuves de mémoire à court terme verbal et de mémoire de travail verbal. Donc, si on doit synthétiser ce qu'on voit là, on voit qu'en effet, il y a une variabilité en termes de sévérité, mais pas uniquement en termes de sévérité, et que certains sous-groupes se dénotent aussi par rapport à certaines forces, même en comparaison aux meilleurs lecteurs. Alors, notre deuxième étude, donc, elle portait sur l'analyse des questionnaires d'auto-évaluation. On a proposé 2 questionnaires aux étudiants présentant une dyslexie et à chaque fois, ils devaient dire s'ils éprouvaient des difficultés, jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent, toujours, à toute une série d'items. Le premier questionnaire comportait 30 items qui portaient sur les difficultés liées aux activités académiques. J'ai des difficultés à prendre des notes au cours, j'ai des difficultés à comprendre les concepts des cours, j'ai des difficultés à organiser mon étude, à comprendre les consignes écrites, etc., etc. Le deuxième questionnaire portait sur les difficultés attentionnelles. Alors pourquoi les difficultés attentionnelles ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut savoir que des plaintes attentionnelles, donc j'ai des difficultés à rester concentré longtemps, j'ai des difficultés à faire attention à des choses spécifiques, c'est une des plaintes les plus fréquentes des étudiants qui présentent une dyslexie. Et nous, on voulait vraiment pouvoir clarifier cette plainte, la quantifier et surtout distinguer si c'était des plaintes qui étaient vraiment ciblées en situation de lecture et d'écriture, ou si c'était des plaintes attentionnelles plus globales qui dépassaient la sphère du langage écrit. Et donc, on a proposé un questionnaire avec non seulement des items en situation de lecture, par exemple, lors de ma lecture, je perds le fil parce que je suis distrait par les bruits extérieurs, mais les mêmes items revenaient dans d'autres situations, lors de conversations, je perds le fil parce que je suis distrait, etc. Il y avait toute une série d'items sur l'attention, mais aussi des items liés à l'impulsivité et à la distraction. Par exemple, j'ai la bougeotte. À nouveau, si on doit synthétiser ce qu'il ressort de nos résultats, ce qu'on voit, c'est que, globalement, les étudiants présentant une dyslexie présentent plus de difficultés ressenties, plus de plaintes que les étudiants tout venant. Ce qui était attendu, évidemment. Et cette différence est significative pour 49 des 80 items proposés au total dans les 2 questionnaires. Mais donc,
quels sont les items justement pour lesquels on voit une différence significative? D'une part, les items qui touchent la lecture et la production écrite. On s'y attend évidemment. J'ai des difficultés à lire à voix haute, rapidement, sans faire d'erreur. J'ai des difficultés à comprendre ce que je lis. J'ai des difficultés en orthographe. J'ai des difficultés à organiser mes écrits, à structurer mes phrases par écrit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les différences significatives touchent aussi des items qui touchent les activités nécessaires dans le cursus, des éléments intervenant dans les processus d'apprentissage et des éléments liés aux évaluations. Par exemple, pour les activités nécessaires dans le cursus, j'ai des difficultés à prendre des notes au cours, j'ai des difficultés à réaliser des synthèses, des résumés, etc. J'ai des difficultés de mémorisation d'informations verbales, les noms propres, le vocabulaire, d'apprentissage des langues étrangères également. Et j'ai des difficultés à comprendre les consignes à un examen, à répondre à un questionnaire QCM, donc à choix multiples, à terminer mes examens dans les temps impartis, etc. Il y avait également des items qui touchaient les compétences attentionnelles, retenir des informations au fur et à mesure de la lecture, faire attention à la fois à l'orthographe et au contenu quand on doit produire un texte, rester concentré longtemps, garder le fil d'une conversation, etc. Et enfin, la quantité de travail fourni était beaucoup plus importante au niveau ressenti chez les étudiants dyslexiques et avec des efforts qui leur semblaient non récompensés. Alors de nouveau, tous ces résultats étaient attendus en termes de comparaison de groupe. Ce qui nous a intéressé, c'est d'aller voir plus loin en termes d'hétérogénéité, de nouveau avec des analyses en composantes principales et des clusterings hiérarchiques. Alors nous avons fait ces analyses sur les 2 questionnaires et voici nos principaux résultats. Tout d'abord, il est intéressant de voir que les plaintes en lecture, en orthographe et en mémoire sont corrélées avec les performances objectives que l'on a observées dans le bilan. Ce qui suggère que les étudiants s'auto-évaluent de manière assez fiable. Un deuxième élément, c'était que la quasi-totalité des étudiants tout venant se situaient dans les groupes avec le moins de difficultés. Ce qui semble dire que nos questionnaires sont suffisamment sensibles pour distinguer des étudiants présentant ou non des troubles de la lecture. Et enfin, on a observé différents profils d'étudiants avec une dyslexie qui sont apparus dans différents sous-groupes qui variaient en termes de sévérité, comme nous l'avions vu pour les performances objectives au niveau du bilan, mais pas uniquement en termes de sévérité. Elle variait aussi par rapport à différents domaines spécifiques. Présenter ou non des difficultés au niveau du langage oral, au niveau des mathématiques et de tout ce qui touche les aspects plus visio-spatiaux, des difficultés au niveau de l'organisation et de la planification, ou encore des difficultés attentionnelles. Et ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est que certains groupes se démarquaient non pas par des difficultés ressenties plus importantes dans ces 3 compétences, mais aussi certains groupes se distinguaient par des forces, donc avec moins de difficultés ressenties que les étudiants tout venant, que les groupes d'étudiants tout venant. Et donc, cela touchait les aspects mathématiques, les aspects organisation, planification et les aspects attentionnels. Donc, c'est intéressant de voir que si de manière globale, les étudiants dyslexiques présentent des difficultés plus importantes dans ces 3 domaines, si on s'intéresse d'eux en tant que sous-groupe, certains présentent à l'inverse des forces dans ces sous-domaines. Alors, on s'est aussi évidemment intéressé à la comorbidité et au multilinguisme. Donc ici, j'aborderai la comorbidité dans les 2 études. Je vous avais donné l'exemple de la dyslexie et de la dyscalculie, donc je vais revenir sur cet exemple-là. C'est intéressant de voir que il y a toute une série d'éléments qui ressortent de nos 2 études. Alors, par rapport à la dyslexie et la dyscalculie associée, donc un étudiant qui présente les 2 troubles, on observe davantage de difficultés ressenties au niveau mathématique et visio-spatial. Jusque-là, c'est attendu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des éléments qui ressortent au niveau de la mémoire. Donc ce sont des étudiants qui ont davantage de plaintes mnésiques et ce sont des étudiants qui, dans le bilan objectif, présentent de moins bonnes performances en mémoire à court terme verbale et en mémoire de travail verbal. Donc c'est intéressant de voir que certaines choses ressortent aussi en termes de facteurs de risque et notamment avec des difficultés en mémoire plus importantes ici qui semblent caractériser les profils d'étudiants qui présentent à la fois une dyslexie et une dyscalculie. Donc si on doit synthétiser tout ça,
En effet, on observe, comme attendu, différents profils cognitifs et différents profils de plainte qui varient en termes de sévérité globale, mais aussi par rapport à certaines compétences spécifiques. Il est intéressant aussi de voir que nos mesures comportementales sont complémentaires aux observations faites dans les questionnaires et qu'elles concordent. Et alors, on a aussi vu que, comme on s'y attendait, les participants présentant une comorbidité se caractérisaient par des profils spécifiques. Alors, notre deuxième axe de recherche maintenant, il s'intéresse à l'analyse de la qualité lexicale. Alors, on s'est intéressé à cette notion de compensation, comme je vous l'avais dit, et on a voulu s'intéresser vraiment à ce qui se passait au niveau des processus de reconnaissance des mots, vraiment dans les processus d'identification des mots écrits. Et donc, on a mené 2 études pour mieux comprendre la qualité, l'accès aux représentations des mots en mémoire. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, lorsque vous êtes face au mot, ici, que vous avez face à vous, le mot oasis, vous allez récupérer en mémoire à long terme toute une série d'informations. Tout d'abord, vous récupérez des informations orthographiques, liées aux représentations orthographiques, donc à la forme orthographique du mot face à laquelle vous vous trouvez. Des informations par rapport à sa forme orthographique et par rapport à sa structure. Donc ici, le fait que oasis est constitué de voyelles et de consonnes, donc sa structure en termes de voyelles et de consonnes. Face à ce mot, vous avez directement aussi récupéré sa forme sonore. Vous avez directement reconnu que c'était le mot oasis qui se prononce oasis. C'est ce qu'on appelle les représentations phonologiques. Et donc, vous récupérez sa forme sonore, mais aussi toute une série de caractéristiques liées à sa structure, et notamment le fait qu'il est composé de 3 syllabes, oasis. Et enfin, vous avez récupéré toute une série d'informations sémantiques liées à votre représentation sémantique du mot oasis en mémoire. Alors, en cas de dyslexie, face à un mot écrit, qu'est-ce qu'il va se passer? On sait que, je vous l'ai déjà dit, un déficit phonologique est un des facteurs de risque majeurs de la dyslexie. Et donc, on s'attend à ce que l'accès aux informations phonologiques, aux représentations phonologiques et à la structure phonologique du mot soit problématique en cas de dyslexie. Par rapport à l'orthographe, alors, on sait que les étudiants dyslexiques présentent des difficultés en orthographe. Et la plupart des auteurs ont observé des résultats qui vont dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques petites études ont observé à l'inverse que les compétences orthographiques pourraient être préservées ou compensées chez les étudiants dyslexiques. Et donc, nous avons formulé l'hypothèse, en allant dans le sens de la majorité des études, qu'il y aurait des difficultés chez les étudiants dyslexiques pour accéder justement à toutes ces informations orthographiques et notamment à la structure orthographique des mots. Et enfin, il y a un tout petit nombre d'études qui s'est intéressé aux représentations sémantiques chez les étudiants dyslexiques, mais elles vont dans le sens de bonnes compétences sémantiques. Et donc, nous avons formulé l'hypothèse que les étudiants dyslexiques accéderaient aux représentations sémantiques, donc à la signification du mot en mémoire, au même titre que les étudiants tout venant. Et donc, nous avons mené 2 études qui ont à chaque fois comparé 22 étudiants contrôle et 22 étudiants présentant une dyslexie. Dans ces 2 études, on s'est chaque fois intéressé à la sensibilité à la structure phonologique, orthographique et des représentations sémantiques, donc les 3 niveaux de représentation dont j'ai parlé juste avant. Donc, dans une étude, on s'est intéressé à la sensibilité à la structure phonologique et orthographique. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les étudiants face à un écran, donc qui est représenté ici par rapport au petit carré noir, avec un point de fixation, une croix qu'ils devaient regarder. La croix disparaissait et un mot apparaissait de manière très rapide, 100 millisecondes. Et puis ce mot disparaissait et ils avaient un curseur et ils devaient simplement estimer la longueur du mot. On devait simplement estimer la longueur physique du mot à l'écran. Attention, tout le caractère a été utilisé pour que chaque lettre ait le même espace, qu'il n'y ait pas un biais par rapport à un I ou un O, etc. Donc ils devaient estimer simplement la longueur physique du mot. Et nous avons manipulé les mots qui étaient proposés pour qu'ils varient en termes de structure orthographique et de structure phonologique.
Donc, par rapport à tout ce qui est structure phonologique, par exemple, le mot canoë et le mot jeton font la même distance à l'écran quand on utilise des caractères spécifiques. Ils contiennent le même nombre de lettres, mais canoë est constitué de 3 syllabes. Et ce qu'on voit, c'est que les étudiants sont biaisés dans leur estimation. Ils estiment comme étant plus longs des mots qui sont constitués de plus de syllabes, ce qui montre qu'ils ont été récupérés des informations phonologiques au moment où ils étaient en train de faire l'estimation de longueur. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude, on voit que les étudiants qui présentent une dyslexie ont une sensibilité moindre à la structure phonologique, ce qui va dans le sens de notre hypothèse de départ. Nous avons manipulé les mots pour qu'il y ait aussi des variations au niveau de la structure orthographique. À nouveau, Opéra et Oasis ont le même nombre de lettres. Lorsqu'ils apparaissaient à l'écran avec les caractères spécifiques, ils prenaient la même taille. Mais on voit ici que leur structure varie au niveau du pattern consonne et voyelle. Et les mots qui sont constitués de plus de groupes de voyelles sont estimés comme étant plus longs que les mots qui contiennent moins de groupes de voyelles, alors qu'ils font la même longueur à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, on n'a pas vu de différence significative entre les étudiants dyslexiques et les étudiants tout venant. Ce qui suggère que les étudiants pourraient utiliser ces indices orthographiques en reconnaissance de mots. Et enfin, on a mené une deuxième étude pour voir s'ils récupéraient des informations sémantiques. C'était une autre tâche dans laquelle on demandait simplement aux participants de dire la couleur de mots écrits. Ici, rouge, bleu, bleu, rouge. Ils devaient simplement dire la couleur dans laquelle les mots étaient écrits, mais si on identifie le mot, par exemple ici le mot ciel, et qu'on accède au sens du mot, on va accéder au fait qu'une couleur que vous associez au mot ciel, c'est le bleu. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le temps pour dire la couleur du mot est plus long, est plus important quand il y a une incohérence entre la signification du mot et la couleur dans laquelle le mot est écrit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre le temps de dénomination et l'effet sémantique chez les étudiants dyslexiques par rapport aux étudiants tout venant. Donc si on synthétise nos résultats, cela suggère que les étudiants ont des difficultés à accéder à l'information phonologique, mais pourraient se baser sur des indices orthographiques et sémantiques lors de la reconnaissance des mots écrits. Alors, en conclusion, nos différentes études vont dans le sens d'une importante hétérogénéité, avec différents profils cognitifs et différents profils de plainte. Nos résultats mettent également en avant certains facteurs de risque, mais aussi certains facteurs de protection, certains facteurs de compensation. Par exemple, je vous ai parlé de la mémoire à court terme verbale dans certains sous-groupes d'étudiants aux épreuves comportementales. Par exemple, je vous ai parlé de bonnes compétences d'organisation, de planification, par rapport aux difficultés ressenties dans le parcours à l'université. Et je vous ai parlé d'utilisation d'indices orthographiques et sémantiques en lecture de mots. Et ce qui ressort aussi de nos études, c'est vraiment cette complémentarité entre ce qui ressort comme information et comme résultat des études cliniques, avec un échantillon représentatif, et des études plus expérimentales. Et donc tout l'intérêt et toute la complémentarité de différents types d'études et d'analyses. Alors, quelles sont les implications principales ? Premièrement, au niveau des aides et des aménagements. On a parlé de cette hétérogénéité, et donc l'importance d'apporter des aides adaptées au profil. Leur profil au niveau des faiblesses, mais aussi leur profil au niveau de la force. Pour illustrer cela, vous vous souvenez des différents sous-groupes entre les bons lecteurs et les lecteurs les plus en difficulté. Les bons lecteurs, donc quand on regarde le profil léger, donc avec les étudiants dyslexiques avec le profil le plus léger, ils mettent en moyenne 16% de temps de plus que les bons lecteurs pour lire un texte narratif. Mais si on s'intéresse aux étudiants les plus lents, dans le groupe le plus sévère, ils mettent 77% de temps de plus. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction ici, tout l'intérêt de réfléchir aux aménagements, par exemple au tiers-temps, qui est peut-être même trop pour toute une série d'étudiants, mais qui n'est peut-être pas suffisant pour certains autres.
Et alors, ce qui ressort des données, c'est l'intérêt des questionnaires, qui semblent sensibles et fiables, et qui sont sans doute des outils qui pourraient être intéressants pour mieux comprendre les besoins des étudiants qui présentent une dyslexie. Au niveau de la prise en charge logopédique, il y a aussi tout l'intérêt d'avoir des objectifs d'amélioration de ce qui pose problème chez les étudiants, mais aussi de favoriser l'utilisation de moyens de compensation et de stratégies. Et notamment, je pense au vocabulaire et à tout ce qui est lié à la sémantique. On pourrait imaginer aussi encore privilégier ça, notamment en prévention chez des enfants qui sont à risque de présenter des troubles de la lecture, et de se dire qu'on pourrait à ce moment-là vraiment favoriser le développement du vocabulaire et de la sémantique comme possible moyen de compensation. Au niveau des perspectives, nos résultats ouvrent des pistes de réflexion intéressantes, mais évidemment, ça mériterait d'être poursuivi en augmentant les tailles d'échantillons, en investiguant certaines compétences supplémentaires qui n'ont pas été évaluées dans le bilan, comme les aspects de langage oral, par exemple, et en intégrant différents types d'étudiants, par exemple des étudiants qui présentent d'autres troubles, juste un trouble de l'attention ou un trouble développemental du langage, etc. Ce qui ressort quand même dans nos réflexions et dans les pistes, c'est quand même l'intérêt de ne pas se limiter à l'étude des déficits, mais de développer la recherche par rapport aux facteurs de protection. Et alors, par rapport à tout ce qui est répercussions, je vous ai dit qu'il y avait peu d'études dans la littérature sur les répercussions au quotidien et dans les parcours d'apprentissage. Et on propose des aménagements aux étudiants, mais il y a aussi une littérature qui est vraiment presque inexistante, qui est très réduite par rapport à la pertinence et l'efficacité des aménagements. Et évidemment, ça fait sens, vu l'énergie et vu l'importance des aménagements dans l'enseignement supérieur, d'avoir des données sur cette efficacité. Et enfin, de manière plus générale, il est important de poursuivre la sensibilisation, l'information des professionnels et aussi du corps enseignant par rapport justement à la dyslexie et aux autres troubles d'apprentissage. Et si on a insisté ici sur l'intérêt de s'ajuster aux besoins aux différents besoins des étudiants présentant une dyslexie, de manière plus générale, ça ouvre évidemment une réflexion par rapport à la notion d'inclusion et par rapport au soutien de tous les étudiants dans leur hétérogénéité. Merci beaucoup.